Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laure Chung. Bonjour Laure. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes responsable du bureau Cassonman en France et aussi une fidèle auditrice, j'apprends. Tout à fait. Formidable. Une fois n'est pas coutume, nous recevons en parallèle l'un des dirigeants Cassonman, Gary Shelley, en liaison avec Londres, interviewé pour la version anglaise mise en ligne le mercredi, version qui est pour le coup aussi longue que la présente version française diffusée à partir de ce lundi. Vous allez nous rappeler l'un et l'autre les fondamentaux de l'agence et parler de vos projets respectifs. Mais auparavant, je tenais à vous présenter très brièvement. Les habitués des appels d'offres de maîtrise d'œuvre portant sur des ouvrages culturels voient souvent le nom de Cassonman sur les candidatures des sujets emblématiques. Et en effet, Cassonman a été en charge de la scénographie de la Cité du Vin de Bordeaux. L'architecte XTU de la Cité du Vin a été d'ailleurs déjà reçu dans Comme d'Archi. Plus récemment, avec l'atelier Phileas, vous avez œuvré sur le projet Pressoria en Champagne et évidemment sur les vins de Champagne. L'agence de design et architecture intérieure, au départ, implantée à l'est de Londres, a été créée en 1984 par Diana Casson et Roger Mann. Chemin faisant, vous êtes devenus des scénographes connus dans le monde entier, avec à votre actif le Churchill Museum à Londres ou le Benjamin Franklin Museum à Philadelphie et bien d'autres encore, avec en France l'ASCO et le Musée de la Marine. Commençons par le début. Pouvez-vous nous présenter plus précisément Cassonman ? Alors, Cassonman a été fondé en 1984 et dès 1994, l'agence s'est spécialisée dans des projets à vocation culturelle. Avec plus de 30 ans d'expérience, l'agence a en effet acquis une notoriété dans la scénographie d'exposition et dans l'aménagement intérieur. Le studio assure les études de faisabilité, de conception jusqu'à la réception, le développement des contenus muséographiques et également la direction artistique des médias. Nos interventions regroupent différentes typologies de musées, que ce soit pour des galeries permanentes, itinérantes ou temporaires, des parcours touristiques ou bien des parcours d'interprétation immersifs et multimédia. Quelque part, vous êtes artiste derrière les artistes ? Je pense que nous sommes la face cachée de l'iceberg. Ouais. Donc vous-même, quel a été votre parcours et comment avez-vous intégré cette agence emblématique ? Eh bien, j'ai rejoint Cassonman en 2012 avec le projet de la Cité du Vin. C'était mon premier projet de collaboration avec Cassonman. Et c'est vraiment par hasard qu'un confrère m'a parlé d'une agence anglaise qui cherchait à avoir dans leur équipe un chef de projet bilingue. Ce confrère m'a connue parce que j'ai effectivement vécu quelques années en Angleterre auparavant. Je suis rentrée en France avec une casquette de scénographe qui maîtrise aussi bien la langue de Molière et l'anglais. Donc je les ai appelés, on a pris contact, on s'est échangé brièvement au téléphone. On s'est retrouvés autour d'un café pour mon premier interview physique. Le courant s'est passé très très vite et très très bien.
Et mon deuxième jour de poste, c'était tout de suite une réunion de travail avec le client, avec l'ensemble des commissariats de la Cité du Vin. D'accord. Vous aviez déjà exercé professionnellement avant? Oui, j'ai débuté en tant qu'assistante scénographe, hein, voilà, comme tout le monde, devant mon poste d'ordinateur à travailler sur les plans. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de voyager en Angleterre. J'ai suivi mon époux qui a eu un poste en Angleterre pour 1 an et on est resté 6 ans. Et votre époux est français? Tout à fait. Bon. Alors, et vos études, alors remonte le temps? Alors, mes études, je suis issue en fait d'un DSAA, qui est un diplôme supérieur des arts appliqués. C'est un bac+4 avant. Et j'ai fait voilà, les arts appliqués, j'ai fait un BTS. Donc, il y a eu en effet 7 ans d'études dans les domaines des arts appliqués avant d'arriver au diplôme. Donc, la fameuse école supérieure d'art appliqué de Paris? Alors, c'est l'école Olivier de Serres Ouais. qui existe voilà, encore. Et qui est assez difficile d'accès, il me semble. Oui, Ouais. en effet. Vous aviez fait une prépa avant? Non, je n'ai pas fait de prépa puisque en troisième, j'ai su très vite que je voulais me lancer dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Et je suis rentrée en seconde en section qu'on appelle à l'époque F12, qui est l'option des arts appliqués. Mhm. Eh bien, bravo pour ce parcours. Donc, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Alors, je dirais oui et non, puisque j'étais au départ partie pour aller dans une filière d'architecture intérieure. Et très vite, je me suis intéressée à la scénographie, en ayant fait des stages, en ayant travaillé pour plusieurs agences d'architecture intérieure. Et je me suis dirigée dans la scénographie parce que je trouvais que ça correspondait plus à mon profil, à ce que je recherchais, et qu'il y avait aussi un sens dans ce qu'on pourrait imaginer, dessiner et créer, de répondre par rapport à des contenus. C'est très enrichissant. Et depuis, j'ai poursuivi cette voie. Donc, en sortant de l'école, je ne pensais pas qu'il y avait effectivement que la scénographie d'exposition existait. Mhm. Et je l'ai découvert au fur et à mesure, donc avec mon parcours professionnel. Et puis, j'y suis restée. Ça fait 20 ans maintenant que je suis dans la scénographie. Ouais. Finalement, vous aviez besoin d'une certaine épaisseur intellectuelle? Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et puis aussi, ça permet de jouer un peu plus avec notre imagination, de pas forcément des objets destinés au quotidien, et de laisser libre un petit peu, voilà, le côté artiste. Ouais. Bon, et puis, oui, quelque part, vous contribuez à raconter des histoires. Notre but, effectivement, contribue à raconter des histoires, à mettre des contenus Ouais. dans des contenants, et surtout à valoriser l'expérience de visite des différents types de publics. Mhm. Alors, on a parlé de vous. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire des projets emblématiques de Casson-Man, de même ceux que vous menez? Et à votre avis, pourquoi une agence anglaise a réussi à se positionner sur des sujets très français, les vins de Bordeaux et de Champagne, mais aussi Lascaux, le musée de la Marine? Alors, effectivement, nous avons, donc au départ, en 2016, nous avons livré le projet de la Cité du Vin. C'était notre premier projet en France dont on s'est fait connaître, malgré qu'on soit déjà dans le domaine de la scénographie depuis plus de 30 ans d'existence. Ensuite, nous avons enchaîné la livraison de Lascaux sur la même année.
Donc 2 gros projets qui a nécessité plus de 5 ans d'études. La Cité du Vin a amené Lascaux. Ensuite, on a également eu la Cité internationale de la gastronomie à Lyon. On a également été lauréat du Centre international des relations franco-britanniques à Ouistreham. Et ensuite, nous avons eu Pressoria, le centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne à Ailly, et actuellement le musée de la Marine à Paris, qui est différent des autres puisqu'il s'agit d'un musée de collection. Alors, vous pensez que Casselman a gagné la Cité du Vin, le projet de Champagne, etc., parce que ce sont des amateurs de vin? Alors, je pense que... Qu'est-ce qui a joué? Alors, qu'est-ce qui a joué? Je pense que c'est notre créativité. Nos projets respectent complètement le langage architectural imaginé par les architectes avec qui on collabore. Il faut savoir que tous les projets que nous avons gagnés, c'est sur concours. C'est sur concours anonyme. Ça veut dire que le jury n'a aucun moyen de connaître qui sont les auteurs derrière les différents projets. Donc, c'est vrai que souvent on entend dire « Ah, ben c'est drôle qu'une agence anglaise s'approprie des thèmes comme la gastronomie française, les vins, Bordeaux, Champagne, Lascaux aussi, puisque c'est un sujet pariétal qui est important, découvert dans la vallée de Vézère. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas savoir que nous sommes des Anglais cachés derrière les planches des dessins qui sont présentés lors des concours. Mhm. Peut-être que Casselman a le recul suffisant sur cette culture, et peut-être aussi une technique très pointue. Alors, je pense que on peut dire que peut-être que nous amenons un petit peu de fraîcheur dans l'horizon de la scénographie. Souvent, on nous reconnaît parce que nous avons une signature dans nos dessins, dans les détails qu'on met en avant. Les visiteurs qui nous suivent régulièrement reconnaissent notre patte. Ouais. Quelque part. Ouais. Les lignes, la manière de travailler aussi avec les productions. On adore amener un petit peu ce qu'on appelle l'humour anglais, un peu d'humour, le côté ludique et également on essaie de ne pas être trop pédagogique dans la manière de présenter les contenus aux visiteurs. Peut-être que ça apporte un plus. On apporte peut-être également de l'audace dans nos créations. On essaye de pousser un petit peu les limites, peut-être un peu plus loin. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter du coup un peu l'histoire de ces projets? Comment avez-vous des anecdotes ou qui pourraient intéresser et qui racontent quelque part l'histoire des projets? Alors, on va commencer par le début de la Cité du Vin, donc un projet avec qui on a collaboré avec Architecte XTU. C'est un projet qui nous a fallu beaucoup de temps de réflexion avec toute l'équipe de commissariat. On se voyait régulièrement. Et avec le temps, le projet scénographique s'est évolué. On est parti d'une trame de programme scientifique très complexe et on a réussi, en travaillant main dans la main avec cette équipe, à définir des contenus, à vulgariser ces contenus d'une manière accessible à différents types de publics. Donc ça a forcément créé des liens. On a bien sûr passé beaucoup de temps à Bordeaux. Bordeaux maintenant est une ville qu'on connaît par cœur. En ayant travaillé 3 ans, on se voyait régulièrement tous les mois, voire plus. C'est un projet où nous avons également beaucoup appris
puisque c'est un premier, je dirais, de centre d'interprétation autour du vin. Depuis, il y a eu beaucoup de projets de cités du vin qui émanent de ce projet. À travers le monde ou En France, il y a eu beaucoup de cités de gastronomie, cités du vin qui voient le jour actuellement, puisque c'est un thème, je pense, qui est très contemporain. Il a fallu développer dans un parcours de 3000 m² plus d'une vingtaine de modules, avec toutes des expériences de visite différentes. Et on propose aux visiteurs des postures également diversifiées. Ceci voulait dire qu'en fait, le visiteur participe quelque part. Le visiteur participe à certaines installations, il est à la fois acteur, mais il peut être en même temps spectateur. On joue sur des différents types de médias et la partie média n'est que une technique qu'on utilise pour essayer de trouver l'outil de médiation qui correspond au mieux au discours. Avant tout, la scénographie est au service d'un discours. Donc le discours, il est établi par les muséographes ? Alors le programme muséographique est établi par des muséographes ou bien l'équipe scientifique du musée. Et le rôle du scénographe, c'est de mettre en scène spatialement ces contenus à travers différents dispositifs de médiation. Et notre travail consiste également à rendre le discours intéressant, à offrir une expérience de visite qui soit adaptée à tout type de public. Vous évoquiez les modules, et les modules pour le vin. Matériellement, comment ça se traduit ? Est-ce que vous avez un exemple de module qui est un peu spectaculaire que vous pourriez... Alors, on a plusieurs modules spectaculaires dans la Cité du Vin. Un de mes préférés, c'est une installation très simple. On a travaillé avec la volumétrie de l'enveloppe intérieure de la Cité du Vin. Il s'agit d'un module qu'on appelle Bacchus et Vénus. C'est un espace qu'on a voulu créer très intime, avec des rideaux translucides qui nous permet de s'isoler des autres espaces. Mais on est dans un espace où l'ossature de bois s'élève, je crois, à 8 ou 9 mètres de haut. On a créé un espace un petit peu cathédral où les gens sont invités à s'allonger sur un canapé et observer des projections au-dessus de leur tête sur un dôme. Et en fait, lors de l'installation, dans la phase chantier, avant l'intégration du média, lorsqu'on s'assoit sur ce canapé, donc ce canapé il est sphérique, si j'ai des visiteurs qui sont assis à l'opposé, avec la réverbération du dôme, je pouvais entendre parfaitement ce qu'ils disaient à leurs voisins, comme s'ils étaient à côté. Comme si je les espionnais. C'était très drôle. Et ce phénomène a bien sûr disparu avec le média qui s'est installé dans cet espace. Et le liquide, comment on peut scénographier du liquide ? Alors, l'avantage d'un centre d'interprétation, c'est que c'est un lieu sans objet. C'est-à-dire tout le contenu est imaginé à travers les productions audiovisuelles et interactives. Et le côté fluide, non seulement il est représenté déjà par l'architecture lui-même, et par la scénographie, on a réussi à créer les effets d'eau dans certaines de nos productions. Et lorsque les visiteurs passent la main au-dessus d'une surface d'eau, ils pouvaient voir le mouvement de l'eau, des vagues, lorsque simplement ils bougeaient la main au-dessus d'une surface. D'accord. Alors, vous vouliez parler de Lascaux ? Lascaux, c'est un projet légèrement différent de la Cité du Vin, puisque c'est à partir
du contenu et du parcours scénographique qu'émane la forme de l'architecture. Ça veut dire que nous avons travaillé en équipe avec l'architecte Snohetta et la forme du bâtiment est vraiment accompagne le parcours visiteur. C'est un bâtiment où on rentre dans la vallée de la Vézère. On invite les visiteurs à monter au niveau de la vallée et admirer le paysage. Donc, il y a une ascension dans le parcours qui permet de ramener les gens au niveau des coteaux. Et ensuite, il redescend progressivement en suivant la lisière de la forêt pour descendre dans la grotte. Et donc, tout le parcours de visite est construit sur une promenade, une progression, de passer depuis l'extérieur à l'intérieur et vice-versa. Et d'appréhender la grotte avec la réalisation d'un facsimilé dans un voyage. Oui. En fait, on remonte le temps. On remonte le temps, effectivement, et puis on apporte également un nouvel outil qui est un compagnon de visite qui permet aux visiteurs de redécouvrir les dessins avec des explications pédagogiques et également ludiques. Donc on remonte le temps avec les nouvelles technologies, les outils qui sont à notre disposition. Mais cette reproduction, ça ne prive pas de l'émotion? J'espère qu'elle ne prive pas de l'émotion. C'est vrai que la grotte a été recréée entièrement en facsimilé. Les gens, je pense, qui disposent d'une vingtaine de minutes pour visiter ce facsimilé. Et ensuite, ils sont invités dans une salle d'exposition à revoir des moments où on redécouvre les peintures par des fragments. Oui. En fait, c'est un approfondissement. C'est effectivement un approfondissement, ne serait-ce que le fait de revoir à nouveau dans un espace où on n'est pas contraint par le temps, où on dispose d'un outil d'explicatif. Et également, ils peuvent revisiter la grotte encore une fois avec des lunettes virtuelles en 3D. Et on fait un rapprochement également entre l'art pariétal et l'art contemporain dans une des salles d'exposition. Ce facsimilé permet de protéger la grotte originale. Effectivement, cette grotte a été la première, l'originale, a été fermée très très tôt puisque les scientifiques ont découvert que la respiration, les CO2 abîmaient en fait la grotte originale avec l'apparition des champignons. Il y a eu un Lascaux 2 non loin de la grotte originelle qui a été très vite construit, mais qui ne proposait qu'une seule partie accessible aux visiteurs. Lascaux 3 était une exposition itinérante avec des fragments. Et ce qu'on appelle Lascaux 4 aujourd'hui, qui est le Centre international d'interprétation de l'art pariétal, est une reproduction quasiment totale de la grotte. Et c'est là où vous intervenez, vous? C'est là où on est intervenu, effectivement, avec notre scénographie, avec notre imagination, à apporter des éclaircissements aux différents publics. Alors, le musée de la Marine. Alors, on retourne à Paris. Le musée de la Marine, après, je dirais, 6 ans de projet dans l'horizon français, c'est notre premier projet dans la capitale. C'est pour nous peut-être une reconnaissance en France. Et c'est un autre projet qui est encore différent puisqu'il s'agit en fait d'un musée de collection. L'approche est différente. On est vraiment au cœur des collections et non pas forcément d'un discours. Et puis, bien sûr, il y a toute une partie technique qui demande des compétences vraiment approfondies et poussées sur notamment la climatisation des œuvres à protéger. Pour des questions tout le de conservation. Exactement, tout le côté préventif qu'il faut envisager pour la présentation de ces œuvres.
Il y a des très grandes pièces et des toutes petites pièces. J'imagine qu'au niveau des échelles, ça doit être intéressant. Alors, oui, au niveau des maquettes Ouais. de bateaux, on a aussi bien des grandeurs réelles à l'échelle 1 que des petites. On a, par exemple, toutes les sculptures navales Ouais. qui sont mises en avant. Et puis, on a aussi des petits objets archéologiques retrouvés dans la mer. Mais par ce projet, je dirais que on a également injecté un petit peu notre marque de signature. Ça veut dire qu'on a mis en avant de grosses installations, comme la coque d'un bateau au niveau de l'entrée, à l'intérieur, dans ce bâtiment qui est historique. Et nous avons aussi l'installation d'une grande vague qui fait plus de 15 mètres de long, qui servent à supporter, enfin, à mettre en valeur les objets qu'on veut représenter. Vous pouvez nous rappeler la chronologie du projet? Alors, la chronologie du projet, c'est un projet que nous avons remporté en septembre 2019, dont nous sommes mandataires scénographiques de ce parcours semi-permanent. Et il va s'ouvrir en fin 2022. On est impatients. Le Covid ne vous impacte pas trop? Pas complètement, nous sommes dans les phases d'études. Bon, avec voilà, le télétravail actuellement, ça ne retarde pas trop les études. Bon. Quelles sont, selon vous, les grandes différences entre les méthodes de travail anglaises et françaises? Vous les connaissez puisque vous avez travaillé des deux côtés? Alors, la différence se trouve de deux aspects. Il y a l'aspect, bien sûr, contractuel, où les marchés publics sont montés peut-être différemment. L'organisation très très rigide, je dirais, d'un marché français, mais qui permet également de bien délimiter les prestations de nos attendus, qui est en Angleterre, on est un petit peu plus souple, peut-être moins précis. La place en fait également de tous les intervenants. En France, il faut monter l'équipe avec un mandataire et des co-traitants. En Angleterre, on a juste ce qu'on appelle un design leader et les gens qui nous entourent, ce sont des sous-traitants. Donc, je dirais qu'en France, on valorise tous les aspects et toutes les compétences au sein d'une équipe. On a tous nos idées à apporter conjointement au projet, alors qu'en Angleterre, peut-être qu'on est peut-être moins restreint, on laisse peut-être moins de liberté à nos autres intervenants de participer. On est peut-être un petit peu plus rigoureux en Angleterre par rapport à notre méthodologie de travail. Et peut-être également qu'en Angleterre, on valorise beaucoup plus le profil des différents intervenants dans une équipe. Par exemple, dans notre agence, on vient de tout horizon, on a une petite dizaine de nationalités différentes et ça permet d'apporter peut-être des richesses de culture. Et je pense que on est peut-être, en Angleterre, on est peut-être un peu plus ouvert d'esprit par rapport aux différents cursus de nos collaborateurs. Ouais. Pourtant, en France, enfin, en tout cas, moi, j'ai cette connaissance dans les agences d'architecture et les agences d'architecture d'intérieur. On est aussi assez ouvert au côté cosmopolite, mais vous l'avez plus ressenti en Angleterre? Moi, je l'ai plus ressenti en Angleterre. Par rapport peut-être ce qu'on appelle les backgrounds. Ils ne sont pas tous issus de l'école d'archi ou d'architecture intérieure. On a des graphistes, les gens de la mode, les gens du design qui forment un petit peu notre équipe. Oui, ce qui compte, c'est la compétence. C'est la compétence, effectivement. La muséographie, la scénographie, ça marche bien en France. Il y a d'autres pays où c'est aussi très plébiscité comme compétence? Alors, je prends l'exemple de l'Angleterre. Ouais. La scénographie, je pense, est
également très valorisé en Angleterre, puisqu'on a eu une culture peut-être un peu plus pluridisciplinaire. C'est en tout cas le métier de scénographe est beaucoup plus connu par la population qu'en France. Ouais. Euh, Vous pouvez nous décrire l'ambiance du bureau à Londres et comment est composée l'équipe? J'ai vu sur des photos que ce sont des beaux locaux. Ouais. Euh, Nous avons la chance en fait d'avoir un grand local. Ouais. Nous avons une partie qui est dédiée uniquement au bureau d'études. Donc nous sommes une vingtaine de personnes avec 5 directeurs qui sont en charge de l'ensemble des projets, 2 chefs de projet basés en France dans nos studios parisiens, et puis entourés de designers et d'une équipe de muséographes. On est très studieux. Je me rappelle très bien de mes premières venues dans le bureau londonien où on ne peut pas imaginer qu'on est une vingtaine dans un open space. Et des fois, on peut même entendre une mouche voler. Et je suis une des seules personnes qui n'arrête pas de passer son temps au téléphone parce qu'il fallait que je fasse toute la coordination du projet. Donc vous dérangiez tout le monde? J'ai essayé de ne pas l'être. Je pense que même si je l'étais, ils n'oseront pas me le dire. Bon. Et bien sûr, le fait qu'on n'a pas non plus le tutoiement et le vouvoiement facilite les échanges. Ouais. On n'est pas installé dans une organisation hiérarchique. Ouais, il n'y a pas de Il posture. n'y a pas de posture. Voilà, on discute librement autour du projet. Et puis, il y a vraiment une équité entre les différents membres. Et bien sûr, le soir, en Angleterre, vous pouvez bien... après le bureau, on va tous au pub et puis voilà, on s'assoit autour d'une bonne bière pour passer notre soirée ensemble. Ouais. Alors là aussi, je contrebalance parce que en agence d'architecture, il y avait aussi cette tradition qui était d'ailleurs très développée du côté de Charonne, mais il y a eu les attentats. Il y a des architectes qui ils ont laissé leur vie. Et puis maintenant, là, avec le Covid, voilà, il faut s'armer de patience. Oui, tout à fait. Mais là, l'Angleterre revit. Revit, on autorise à nouveau des accès sur les terrasses. Ouais, On est impatient que ce soit la même chose en en France. France, ouais. Comment, à votre avis, la scénographie risque d'évoluer dans le futur? Je crois que vous faites pas mal appel aux nouvelles technologies. Ça avance très vite? Ou comment vous vous tenez au courant voilà. Alors, je pense que le mot de scénographie rentre de plus en plus dans nos mœurs et va au-delà qu'une simple mise en scène dans les institutions culturelles. On commence à utiliser le mot de scénographie dans la mise en forme, la mise en place, par exemple, des boutiques, des événements privés. On parle de scénographie lorsqu'on assiste à un repas gastronomique. Donc, la scénographie va au-delà de son origine, qui au départ vient du monde du théâtre. Ensuite, on nomme la scénographie d'exposition pour les musées. Après le musée, nous avons eu des centres d'interprétation ou des cités qui arrivent. Et je pense que maintenant, on commence à avoir cette scénographie un petit peu partout. Dans nos usages? Dans nos usages et également dans la possibilité d'exploiter différents types de médias avec cette nouvelle technologie qui s'offre à nous. Maintenant, on n'est plus uniquement dans la représentation d'un discours autour des objets. On utilise beaucoup de productions multimédia. Je pense que maintenant, même dans les musées de collection, on commence à ne plus dissocier collection et production multimédia. Toutes les technologies de détection de mouvements des visiteurs,
les tablettes qui nous accompagnent rentrent vraiment dans les mœurs. Finalement, quelque part, on joue notre vie et on peut jouer plusieurs scénarios à la fois. Je dirais que oui, mais de temps en temps, ça fait pas de mal de revenir à l'essentiel. Ouais. Ouais. Parce que ça devient compliqué. Et puis, faut se trouver soi aussi. Oui, et puis on a vraiment besoin de prendre le temps, et avec tout ce qui nous entoure, les choses vont beaucoup trop vite. Ouais. Forcément, quand on a du succès dans sa discipline, on a envie que ça marche et que ça se multiplie, mais point trop n'en faut. Tout à fait. Alors, quels conseils donneriez-vous aux étudiants alors en design, en scénographie, aujourd'hui? Alors, j'inviterais fortement les étudiants à être curieux, vraiment d'aller visiter les musées, de regarder un petit peu partout ce qui se passe, d'avoir une ouverture d'esprit sur tous les arts, toutes les disciplines. Et alors ça, c'est parce que j'ai un parcours personnel qui est peut-être un petit peu différente, mais je vous invite vraiment à voyager, s'inspirer des différentes cultures. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à s'enrichir personnellement et professionnellement. Moi, ça m'a permis vraiment de faire un bond dans ma carrière. Merci. Vous souhaiteriez dire quelque chose pour conclure? Alors, je dirais que j'espère que la discipline de la scénographie se développe un petit peu plus dans les écoles, des différents cursus, et aussi peut-être un petit mot aux maîtrises d'ouvrage de valoriser au maximum notre travail, puisque souvent notre travail est mal connu et on n'a pas forcément une reconnaissance sur cette discipline. Oui, alors qu'elle réclame beaucoup de culture, des aptitudes à voir dans l'espace. Surtout, la partie principale de notre métier est quand même de développer un contenu Oui. qui soit accessible à tous, et ça demande pas mal de réflexion et de travail en interne qui n'est pas forcément quantifiable. Mm. Merci beaucoup, Laure, pour votre témoignage. Merci Anne-Charlotte de m'avoir invitée. Je vous en prie, c'était avec grand plaisir. Et on se retrouve dans la version anglaise avec Gary Shelley. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.